Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous. Je me présente Guy Baudel, donc je suis professeur à l'Université de Rennes 2 et président de l'Institut d'urbanisme de Rennes. Merci d'être aussi nombreux malgré les difficultés techniques et sociales d'aujourd'hui. Je présente tout de suite les orateurs de la matinée et après je vous dirai un mot donc, sur l'organisation du colloque et de la journée, puis nous rentrerons donc dans le vif du sujet. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce matin monsieur Loïc Corret, maire de Lamballe, qui a la gentillesse de nous accueillir donc, dans ses locaux. Nous en sommes très contents. Nous l'en remercions infiniment. Nous avons donc ici une très très belle salle et vous verrez les autres salles sont très agréables aussi pour nos travaux. J'accueille également aussi donc par ordre d'intervention donc Madame Laurence Fortin, qui est vice-présidente en charge de l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme, ou plutôt de l'aménagement territorial, excusez-moi, oui. L'aménagement territorial donc, au Conseil régional de Bretagne. Merci beaucoup. Donc on aura plaisir à vous entendre donc, sur cette question sensible des petites villes en Bretagne. D'extrême gauche pour le public, donc Madame Myriam Abbassi. Merci beaucoup Madame d'être présente également. Vous représentez donc la Caisse des dépôts et consignations, qui est un organe important dont vous allez avoir un aperçu des actions dans un instant. Madame est directrice adjointe au niveau régional donc de la CDC et remplace donc Monsieur Gilles Vauclin qui était empêché aujourd'hui. Merci beaucoup. Troisième orateur de la matinée, Éric Lerchen, qui est donc consultant en géographie et aménagement sur les questions de développement territorial au niveau européen, qui est docteur en géographie et aménagement, et qui interviendra donc sur les questions de coopération entre collectivités, essentiellement donc au niveau français et aussi au niveau européen, puisque c'est un colloque qui a une ambition donc européenne, la trajectoire des petites villes européennes comme enjeu d'équité territoriale, c'était le sous-titre de notre colloque, quelle centralité hors des métropoles. Et enfin, on aura plaisir à entendre Valérie Joussomme, qui est donc maîtresse de conférences en géographie à l'Université de Nantes et qui a conduit de nombreux travaux à l'échelle nationale et à l'échelle du Grand Ouest sur la question des petites villes. Merci à chacun. Monsieur le maire, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, aux organisateurs de l'université, à Laurence qui est ici, la représentante de la Caisse des dépôts de consignation, partenaire important des collectivités, et puis toutes celles et ceux qui sont là, qui vont concourir à la réussite de ce colloque. Comme il y a une table ronde cet après-midi, il ne s'agit pas d'attaquer le sujet directement, mais sans doute en 2 minutes de présenter l'endroit où vous êtes, quand même, c'est la moindre des choses. Premièrement, de dire que les circonstances font qu'aujourd'hui c'est complexe pour 2 raisons essentielles. Le jeudi, c'est le marché à Lamballe, et la deuxième raison, c'est qu'il y a une grève nationale. Alors le marché, on ne pouvait pas le changer, c'est toujours comme ça depuis 300 ou 400 ans. La grève nationale, on avait décidé notre date avant quand même. Et on aurait pu, les organisations syndicales auraient pu s'organiser pour faire en sorte que ce soit un autre jour, mais on n'a pas réussi à négocier avec eux. Donc, aujourd'hui, on va avoir un peu de perturbation autour de ça quand même, mais vous êtes nombreuses et nombreux, même si les rangs devant sont comme d'habitude inoccupés. Mais c'est une règle dans ce genre de choses. L'université. Donc s'il y a des gens qui traînent un peu derrière, vous pouvez venir devant, effectivement. Alors vous êtes à Lamballe. Lamballe est une commune... pour ceux que ça veut dire quelque chose, qui est une commune issue du rassemblement Loi Marcellin 71. Commune associée. Donc c'est une toute petite ville, Lamballe. Tout petit, le centre de Lamballe, c'est 200 et quelques hectares, c'est les vieilles cités historiques, c'est tout petit. Par contre, en 71, il y a eu un déregroupement de communes, et c'est devenu une commune de 13 000 et quelques habitants, enfin 13 000 et quelques habitants pour l'époque, voilà aujourd'hui bien sûr. Et puis l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a fait une commune nouvelle avec une autre commune à côté. Donc en fait, toutes les strates d'organisation communale, on les connaît. Et puis on est aussi dans le cadre de la loi NOTRe, d'une fusion de communautés, de 5 communautés. L'ancienne communauté de Lamballe, qui s'appelait Lamballe Communauté, qui faisait 28 000 habitants, est devenue une communauté qui fait 70 000 habitants maintenant, qui s'appelle Lamballe Terre et Mer, et qui va d'Erquy jusqu'à Lanla. Lanla, c'est la limite de la 164 ou 7, je ne me rappelle plus laquelle, celle qui fait à côté de Merdignac, c'est laquelle, celle du milieu. Tu connais ça, toi?
Bravo. Dans les géographiques ici. Bon voilà, donc c'est celle qui fait Rennes-Loudiac. Donc on va très loin, c'est une taille importante. Ça fait 1000 km² à peu près. La communauté fait à peu près 1000 km², comme d'ailleurs la taille des 8 intercos de Bretagne, des Côtes d'Armor, parce qu'avec dans les Côtes d'Armor, il n'y a plus que 8 intercos, parce qu'il y a eu un grand chambardement au moment de la loi NOTRe que nous avions souhaité. Il faut être très clair, nous l'avions voulu. Ce n'est pas le préfet qui a décidé, c'est nous qui avions décidé qu'il y ait 8 intercos en Bretagne et qu'on voulait absolument avoir une taille critique d'un département qui, par ailleurs, autrement n'est pas organisé de manière comme les autres. Pas, on a beaucoup moins de villes importantes que Brest, que le Finistère, que le Morbihan, que l'Ille-et-Vilaine, et donc les Côtes d'Armor étant assez peu organisées du point de vue urbain, on va dire ça comme ça. On n'a pas d'agence d'urbanisme, par exemple, dans les Côtes d'Armor. C'est pas rien, quoi. Il n'y a pas d'agence comme c'est organisé sur, par exemple, Lorient, Brest, Quimper ou Rennes. Donc on avait des déficits de ce point de vue-là. L'idée de travailler sur 8 intercos, c'était de structurer un peu mieux le département qu'il ne l'était du point de vue de son organisation interne, mais du point de vue de sa présence externe aussi, par rapport aux enjeux que vous connaissez tous à l'intérieur de la Bretagne, mais pas que. Ce qui rejoint évidemment le débat immédiat qu'on évoquait sur les métropoles et centralités. Alors vous savez que ça foisonne beaucoup autour de ça en ce moment, et nous sommes au cœur de tout ça, puisque Lamballe est une ville moyenne, petite, plutôt petite moyenne de Bretagne. Aujourd'hui c'est 14 000 habitants, 14 300 habitants, donc c'est effectivement une petite ville, mais dans un réseau de petites villes en Bretagne qu'on connaît bien et qui structure éminemment le territoire. C'est un rassemblement, je vous dis, la commune elle-même fait à peu près la taille 9000 hectares, c'est la taille de Paris en fait. Il y a moins d'habitants, c'est la taille de la commune de Paris, intramuros. Et donc, ça nous donne de la place et ça nous donne des possibilités d'organisation du point de vue foncier. Ce qui fait que, par exemple, les problèmes qu'ont d'autres communes sur leur périphérie, quant à l'installation, par exemple, et on y reviendra, de zones commerciales, nous ne l'avons pas, car nous décidons. C'est fondamental. Donc ça veut dire que nous avons une marge, et je parle sous le contrôle de Denis, l'adjoint à l'urbanisme qui est ici, et on a une marge d'organisation que peut-être d'autres n'ont pas, mais ça ressort aussi d'une volonté politique, on en parlera cet après-midi. Ici, vous êtes dans l'ancien haras national de Lamballe. Il y en a deux en Bretagne, il y a Hennebont et Lamballe, vous le savez. Et ce haras, jusqu'à il y a peu, était propriété de l'État. Nous l'avons entièrement racheté dans le cadre d'un syndicat entre la ville, la communauté, la région et le département et la région qui est là. On l'a racheté, on a fait une opération très particulière, on a tout racheté. Donc aujourd'hui, tout cet ensemble de bâtiments historiques sont entièrement propriété d'un syndicat de collectivité. Parce qu'autrement, l'État voulait les vendre par appartement, ce qui ne nous plaisait pas du tout, et on ne l'aurait jamais admis, donc on a considéré qu'effectivement, il fallait faire autrement. Et nous avons aujourd'hui un syndicat qui gère ça. Et cette partie ici, la partie, le grand bâtiment qui est de l'autre côté, vous avez vu en arrivant, et celui-ci, est dédié à la communauté et au service public de manière générale. On a refait ces bâtiments en 2010-2011, je crois, quelque chose dans le genre. Et en dessous, vous avez ce qu'on pourrait considérer comme une maison de service au public, parce que vous avez la MSA, la CAF, la Sécu, la CARSAF, enfin tout ce qui tourne autour des besoins particuliers des personnes quant à leur organisation dans la vie. Donc, maison de service au public, et puis tous les services de la communauté, bien évidemment, je ne rentre pas dans le détail. Donc, autre particularité de Lamballe, à part cet aspect tout à fait intéressant ici, c'est qu'on a une ville de production. L'économie ici est une économie de production. Il y a 3 territoires en Bretagne qui sont très largement au-dessus des 40% de salariés dans la production. Il y a Vitré, Loudiac et Lamballe. Et ici, la majeure partie des salariés, enfin pas la majeure partie, j'exagère, mais plus de 40, ça va être autour de 45% des emplois privés sont des emplois de production directe. Ce n'est pas des emplois de tertiaire ou de service, c'est des emplois de production. C'est tout à fait important parce que ça structure le territoire de manière un peu différente. Essentiellement basé sur l'agroalimentaire, bien sûr, puisque quand vous passez sur la Cajoie, vous voyez que des usines d'agroalimentaire. C'est ici une usine importante, une première, c'est une coopérative qui s'appelle la Coperle, qui est connue puisque c'est le leader français du porc, et qui représente sur place 2200 salariés au même endroit.
Donc forcément, quand vous avez 2200 salariés dans une usine à côté d'une toute petite ville, vous voyez ce que ça veut dire, ça représente quelque chose. C'est un modèle breton qu'on connaît bien. Ces usines-là, dans des milieux qui ne sont pas des milieux très métropoles, mais qui sont des milieux plutôt ruraux, plutôt ruraux. Donc on voit bien à quel point ce développement, qui est récent, puisque ça date que des années 70, le développement de Lamballe est extrêmement récent à l'échelle. Et aujourd'hui, on est dans une continuité de ce point de vue-là, d'organisation, je dirais, de cet élément productif depuis des années qui ne s'est pas démenti. On n'a pas, par exemple, les années 2008, pour nous, n'ont quasiment rien changé. Il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de suppression d'usines, il n'y a pas eu de disparition, ce qui est quand même tout à fait important parce qu'en fait, on n'a pas vu les différences se faire, très peu. Et aujourd'hui, le chômage sur Lamballe doit être autour de 4 ou 5%, quelque chose dans le genre, on est extrêmement faible, très très faible. Ce qui fait d'ailleurs qu'on accueille aujourd'hui beaucoup, par exemple, c'est très clair, de travailleurs détachés et de main-d'œuvre étrangère, parce qu'effectivement, sur place, autrement, il y a quelques difficultés à trouver les ressources. Parce que c'est des industries, évidemment, très très intégratrices de main-d'œuvre, très consommatrices de main-d'œuvre. C'est important à le signaler. Ce qui fait qu'il y a aussi derrière un développement urbain et, je dirais, démographique qui ne se dément pas, même si le territoire a tendance à vieillir, ce qui est un sujet aussi. Donc, oui, vous avez à peu près tout ça, ville assez dynamique, sur lequel on a réussi à faire en sorte que le centre-ville vive encore. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus dans l'appel à projet régional sur le sujet, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'on n'était pas les moins bien placés. Donc, je le prends comme ça, quoi. Même si on y reviendra. Donc, je crois qu'effectivement, on est un petit peu, par rapport au sujet, un peu caricatural de ce point de vue-là, et je suis très heureux que, quand on en a parlé avec Daniel, puisqu'avec Daniel, on travaille depuis longtemps avec le centre de gestion sur les formations, les licences pro, au niveau de l'administration territoriale. Il y a longtemps qu'on travaille ensemble, on fait les territoriales de Bretagne régulièrement aussi à Saint-Brieuc, le centre de gestion, et quand elle m'a proposé d'accueillir ici ce colloque, j'y voyais, d'abord c'était oui tout de suite, parce que j'y voyais plusieurs avantages. Premièrement, que vous connaissiez le secteur. Deuxièmement, parce que c'était aussi, d'une certaine manière, la manifestation du fait qu'il y avait peut-être une vie hors des métropoles. Et on est ici pour le prouver. Voilà ce que je voulais vous dire en présentation, on aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Merci à tous. Donc, Daniel, c'est Daniel Charles-Bian, professeur de droit public, et Charles Jean Monnet, ici présente. Merci, monsieur le maire. Écoutez, je vais simplement remercier d'abord les organisateurs pour qu'on puisse engager des discussions. J'ai oublié un truc, c'est remercier tous nos services qui ont bien bossé dans cette affaire, puisqu'on a mis tous les services en route, avec les vôtres d'ailleurs, et tout s'est fait en sorte que ça se passe bien et qu'on puisse vous accueillir dans de bonnes conditions et que le colloque se déroule aussi dans des conditions matérielles qui sont importantes, notamment cette salle, qui est la salle MMMs, la couleur des sièges, de manière à ce qu'effectivement vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ces propos introductifs. Donc, je remercie à mon tour les organisateurs de cette manifestation. Ce n'est pas la première fois où plusieurs instances sont associées. Il y a d'abord l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes, qui regroupe 5 établissements désormais à Rennes, 10 laboratoires de recherche et pas moins de 26 formations dans le champ de l'urbanisme, de l'architecture et du développement territorial et urbain à Rennes. Est également organisateur et pièce maîtresse du dispositif avec la mairie de Lamballe, donc le groupement d'intérêt scientifique Europe, autrement dit le centre d'excellence Jean Monnet de Rennes, qui regroupe lui aussi plusieurs établissements et plusieurs chaires européennes Jean Monnet, donc des enseignants spécialistes des questions de politique européenne. Et puis vous avez aussi le laboratoire ESO, qui est un laboratoire CNRS, auquel appartient également ma collègue Valérie Joussomme, par exemple. Et l'autre partenaire important, c'est la chaire territoire de Sciences Po Rennes, qui est également donc co-organisateur de cette manifestation. Donc il y a pas mal de monde derrière ces 2 journées de travail. Et il y a aussi un certain nombre de financeurs, donc la mairie de Lamballe, à travers la mise à disposition de ses locaux et la prise en charge des cocktails. Donc je le remercie encore. Monsieur le maire. Nous avons aussi comme financeur la Caisse des dépôts et consignations, merci madame, et également le laboratoire de droit l'IODE à l'université de Rennes 1. Voilà, donc c'est un colloque qui comporte 4 thématiques. Je remercie aussi, j'ai oublié, donc
tout le comité d'organisation. Hein, ils se reconnaîtront, ils sont dans la salle. Merci beaucoup Jean-Pascal Josselin, Hélène Ranou, Donatien, tous ceux sans lesquels cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Donc nous aborderons 4 questions. Première question, quelle polarité pour les campagnes? Deuxième question, quelle stratégie de développement et d'accompagnement pour les petites villes? Troisième question, quelle cohésion? Donc c'est l'enjeu des politiques européennes. Et quatrième question, qu'a évoqué M. le maire à l'instant, quelle gouvernance territoriale? Alors, pour aborder ces questions, je vais donner la parole tout de suite donc à Mme Laurence Fortin, vice-présidente du Conseil régional, chargée de l'aménagement territorial. Merci Madame, vous avez la parole. Merci. Pour commencer, je vous remercier d'abord pour cette invitation et l'organisation de ce colloque. Parce que j'ai envie de dire que ce colloque il tombe à point nommé, d'une part parce qu'il est vraiment au cœur de nos préoccupations en Bretagne, et on est aussi à la veille d'une conférence territoriale de l'action publique qui va réunir toutes les intercommunalités de Bretagne, et on va parler d'un projet breton, de ce qu'on appelle nous la Breiscope. En gros, c'est comment se dessinera la Bretagne demain. Nous avons une Bretagne cosmopolite. En tant que vice-présidente à l'aménagement territorial, au niveau de la région, je dois veiller pour ma part en permanence aux complémentarités entre nos territoires, qu'ils soient littoraux, on en a ici l'exemple, l'urbain, le périurbain, le rural, les ruraux littoraux. C'est autant de diversités qui font finalement la force de notre région. Notre région n'est pas une, mais finalement elle est plusieurs. C'est une diversité, mais c'est surtout une richesse, qui implique malgré tout un dialogue en permanence, une écoute attentive des différents territoires, des uns envers les autres, et qui nécessite inévitablement des compromis. On me rapportait récemment que nos voisins canadiens, de l'autre côté de l'Atlantique, clamaient « nous sommes tous ruraux ». Je pense aussi que dans notre région, nous avons tous et toutes un lien avec les campagnes. Nous avons tous besoin de ces campagnes. Et je pense que l'exemple, ce qu'a dit Loïc Corret en introduction pour nous décrire son territoire, l'a bien illustré. Mais nous sommes tous et toutes certainement un peu urbains également, dans le sens où nous avons souvent une ville de cœur, moins une ville de naissance, mais aussi une ville du quotidien, auquel nous retrouvons finalement tous les services dits structurants, soit pour le médecin, pour se soigner si on n'a pas ce qu'il faut dans le service de proximité. Et nous avons eu au niveau de la région Bretagne l'occasion de travailler, de montrer récemment lors d'un événement du réseau, les Territoires Innovent, qui avait lieu le 31 janvier. Je vois qu'ici il y avait plusieurs participants sur le thème ville, campagne, cultivons nos liens, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est ce lien entre l'ensemble de ces territoires. Et pour commencer aussi ce propos, je voulais évoquer avec vous ces connexions nécessaires à l'aménagement équilibré de notre territoire, car une ville, comme ici d'ailleurs, elle rayonnera grâce à ces territoires alentours, et les campagnes vivront, elles, grâce à la gamme dite supérieure des services proposés par les villes. On voit bien cette interconnexion entre les territoires, et c'est bien dans cet environnement de relations permanentes entre nos territoires que la région Bretagne grandit, qu'elle se déploie, on va dire, à l'échelle européenne dans une autre dimension. Et c'est surtout cette richesse, ces spécificités territoriales qui structurent notre armature en Bretagne, cette armature rurale, cette armature urbaine qui vraiment nous est propre. J'aime bien également dire souvent que si la Bretagne est forte de 2 métropoles, elle peut être également une grande métropole rien qu'à elle-même. Nous avons une armature rurale, une armature urbaine historique, propre à la Bretagne.
On en parle souvent, le polycentrisme breton. Donc, aux côtés de nos deux métropoles, que ce soit Brest et Rennes, on a une trentaine de villes moyennes que vous pouvez apercevoir, qui répondent, elles, aux critères de l'INSEE, qui contribuent à l'attractivité de ce territoire. Cet ensemble, malgré tout, est très hétérogène. Avec, par exemple, à l'échelle de la France, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne est la région française qui a la plus forte proportion d'habitants dans une ville moyenne. 26,4% de la population habite dans une ville moyenne en Bretagne. Cette part est bien supérieure à la moyenne nationale hors Île-de-France, on lève bien l'Île-de-France, qui est de 21%. Cette proportion s'élève même en Bretagne à 41% de l'ensemble de la population en Bretagne, si on rajoute les habitants vivant dans les communes dites, même si ce mot est, je l'aime pas trop et puis il peut être parfois mal interprété, sous influence de ces villes moyennes. Donc on peut se retrouver jusqu'à 41% aujourd'hui qui sont liés à ces villes. Alors c'est quoi une ville? Une ville, elle se caractérise bien sûr par l'importance de son peuplement, par la continuité de son habitat, par la diversité de ses fonctions, artisanales, agricoles, bien sûr commerciales, ce qui concerne la politique intellectuelle également. Une ville offre également des services de gamme dite supérieure. Dans la base permanente des équipements de l'INSEE, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les lycées, ça va être des musées, ça va être parfois l'hôpital, ou même éventuellement une antenne universitaire qu'il va y avoir sur le territoire. S'ajoute à ces villes moyennes en Bretagne des petites villes, un peu, voire on va dire beaucoup, voire très nombreuses. Alors, la définition d'une petite ville, selon l'INSEE, elle prend en compte le rôle qu'elle peut jouer à l'échelle régionale en tant que pôle d'emploi et de services, notamment dans les zones qui échappent à l'attraction immédiate des agglomérations les plus importantes. Ces petites villes, elles jouent un rôle essentiel dans la structuration du maillage territorial. Elles sont bien souvent le relais entre des territoires ruraux et des territoires urbains, ou le pôle rayonnant d'un territoire rural. Alors, très tôt, depuis longtemps, on va dire, le Conseil régional s'est intéressé à ces villes, et surtout au rôle structurant qu'elles apportent à l'aménagement équilibré de notre région. Dans les années 90, on a même eu un dispositif à l'époque dédié aux villes moyennes. Puis une politique plus globale d'aménagement a pris le relais. Elle est structurée depuis plus de 20 ans aujourd'hui autour des pays, eux-mêmes structurés autour d'un réseau de villes moyennes et petites. Les pays assurent le lien entre la campagne à l'échelle d'un grand bassin de vie, et c'est vrai, un vrai projet de territoire qu'il y a à l'intérieur de ces périmètres. Et plus récemment, il y a eu aussi une prise de conscience progressive, et surtout la nécessité d'agir spécifiquement en ciblant les cœurs de ville, en ciblant les bourgs. Dès 2011, il y avait une expérimentation qui a été lancée par l'établissement public foncier, qui a essaimé, et la région et l'État ont mis ce sujet au cœur du CPER, du contrat de plan État-région, suite notamment à un appel à manifestation d'intérêt national qui montrait qu'il y avait des études qui étaient réalisées, mais qu'on n'arrivait pas à essaimer et qu'on n'arrivait pas à mettre en œuvre, et c'est là que Loïc m'a fait un appel du pied tout à l'heure. Il y a eu aussi une forte prise de conscience en Bretagne, collective, j'ai envie de dire, pas seulement du Conseil régional, au moment d'un colloque important pour nous, qui concernait la vitalité des centres-bourgs, qui a eu lieu en juin 2016. Et c'est à l'issue de ce colloque que la région, accompagnée de ses partenaires, et Myriam de la Caisse des dépôts et consignations est bien sûr un partenaire, mais également l'État, également l'établissement public foncier, et on a lancé 2 appels à candidature en faveur des dynamismes des bourgs ruraux d'un côté et du dynamisme des villes de l'autre. On s'est affranchi de tout seuil démographique. La région et avec les partenaires, on a souhaité finalement re-questionner la définition même
de ce qui fait ville. Une nouvelle proposition a été émise au territoire. Une ville est une commune urbaine présentant des fonctions de centralité et une certaine polarité sur un ensemble plus large. Elle est au cœur de son unité urbaine, elle offre des services à l'ensemble des bassins de vie et elle a au minimum, et là on va retrouver malheureusement des effets de seuil encore, qui sont bien sûr à interroger. On a intégré, nous, 25 services de proximité, une quarantaine de services intermédiaires et 3 services de gamme supérieure. À partir de cette définition, de cette nouvelle définition, on a une soixantaine de petites villes qui ont été identifiées par l'ensemble des partenaires, en se basant donc sur les éléments bien sûr de l'INSEE. Parmi elles, on va retrouver Lamballe, mais tu l'as dit toi-même, c'est une petite ville et c'est bien ce qu'on retrouve. Mais on retrouve également Château-Giron, on va retrouver Douarnenez, Guerre, Questembert, Saint-Malin-le-Grand, La Gacilly, Plouermel, Saint-Paul-de-Léon, vous avez la carte sous les yeux. Bref, un certain nombre. Cette définition ne va pas suffire à définir ce que fait une ville, car elle ne peut pas prendre en compte des subtilités comme la culture, et puis toute la partie historique que recouvrent certaines villes d'entre elles. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la Bretagne est organisée autour des réseaux de villes petites et moyennes, répartis sur l'ensemble du territoire, que ce polycentrisme se traduit par un niveau d'équipement important et équilibré, et que ce réseau de villes s'est aussi constitué au fil de l'histoire. On note quand même malgré tout des disparités territoriales qui impliquent des modèles d'aménagement différents entre ces villes et un rôle plus structurant de certaines d'entre elles, notamment en Centre-Bretagne. Et vous voyez bien que certaines de ces villes, notamment au centre, auront plus ce rôle de polarité. Vous verrez également sur cette carte que dans les zones littorales et rétro-littoral du Sud, le développement urbain et économique est en écho à la croissance démographique qui constitue une bande continue. A l'inverse, sur la partie nord, l'armature urbaine est, elle, plus morcelée. Et si on se dit que l'unité urbaine constitue une tâche continue du Lyon à Lannion, l'offre d'emploi est concentrée dans les villes de Saint-Brieuc et Lannion. Pourtant, certains pôles de services et d'emploi sont situés sur le littoral, à l'exception du pôle de Rennes, on le voit bien aussi sur la tâche, sachant que l'attractivité du littoral, elle est renforcée par la présence d'une 4 voies structurantes qui relient les principaux pôles urbains, et c'est aussi des éléments importants dans tout ça. Alors les petites villes, dans tout ça, elles doivent faire face bien sûr à de nouveaux enjeux. Les villes européennes demeurent des villes moyennes, et des petites villes à échelle mondiale. Nous avons seulement 2 mégapoles, seulement Londres et Paris. Donc la martyre urbaine bretonne, on va dire, elle est tout à fait l'héritière et dans la continuité de l'identité urbaine européenne. Bon, il y a beaucoup de travaux qui décrivent la progressive urbanisation de l'Europe. Plus de 2/3 de la population vivent en ville, donc plus de la moitié dans les plus grandes. Mais habiter en ville, habiter dans une aire urbaine, signifie-t-il qu'on est urbain? Ça, c'est une question. En cela, l'exemple de l'armature urbaine bretonne nous permet de recomposer le regard que nous portons sur la nécessaire urbanité des villes et brise, on va dire, la traditionnelle dichotomie entre l'urbain et le rural. L'Europe, tout comme la Bretagne, sont confrontées à un étalement des aires urbaines, qui témoigne de la périurbanisation. Cet éclatement des activités, des lieux de vie génère des flux plus difficiles à ancrer et à matérialiser sur les territoires. Des déséquilibres dans la structuration de l'armature apparaissent et qui se traduisent par un éloignement des Bretons de leur lieu de travail, toutes les études le montrent, la consommation importante d'espaces agricoles et naturels, l'émiettement des villes et une dépendance forte à l'automobile, et puis une compétition pour les territoires qui génère des inégalités territoriales. Face à ce constat, les villes, et notamment les petites villes
développe des projets ambitieux de renouvellement urbain pour redonner son attrait, pour redonner son rayonnement à la ville, et qui nécessite de mettre en œuvre des outils et des moyens en faveur de l'attractivité des centres-villes. Le dynamisme d'un centre-ville ne se réduit pas, bien sûr, à la lutte contre la vacance commerciale ou à la réhabilitation d'un espace public. Il dépend d'un ensemble de problématiques, des activités économiques dynamiques, un lien social renforcé, une culture et un patrimoine de qualité préservés, valorisés. On a ici encore un bel exemple. Un habitat adapté au parcours résidentiel des Bretons, un cadre de vie conforme aux attentes des populations, des notions d'accessibilité, de mobilité, de trame de circulation. Ce faire, la ville, son intercommunalité, ont la possibilité d'apporter une visibilité et une cohérence sur l'action du centre. On voit bien là l'importance des intercommunalités et de la bonne taille de l'intercommunalité, notamment qu'on retrouvera dans les documents d'urbanisme, dans les politiques économiques, dans les politiques d'aménagement. Bien sûr, ça nécessite de faire des choix, des compromis toujours, qui sont nécessaires à l'ancrage des activités sur le centre, sur la ville, et donc plus largement, j'ai envie de dire, sur le territoire. Beaucoup de collectivités œuvrent depuis des années en ce sens. Elles tentent d'apporter des innovations dans leur politique d'aménagement pour réguler les flux, pour éviter l'émiettement des activités. Ils ont globalement compris l'enjeu de mettre en cohérence les échelles d'action, notamment à l'échelle intercommunale, en se saisissant des outils. Nous avons de nombreux outils, que ce soit le SCOT, bien souvent à l'échelle des pays, les PLUI à l'échelle des intercommunalités, qui sont vraiment fondamentaux pour limiter les concurrences entre les territoires, pour mieux penser les politiques publiques, mieux coordonner les initiatives, y compris celles des investisseurs privés. Ce travail, il est bien sûr nécessaire à l'échelle de la Bretagne, à l'échelle régionale. C'est notamment le rôle qui nous a été confié avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le fameux SRADET dont on parle un peu partout en France, qui est aujourd'hui un des outils d'un plus vaste qu'un projet de territoire, et que nous avons, nous, appelé au niveau de la Bretagne la Braille-Scope, dont vous entendrez parler. On en parlera d'ailleurs demain. Il s'agit pour nous de co-construire un schéma. On a déjà eu des ateliers spécifiques sur le sujet, que ce soit sur l'égalité des territoires, que ce soit avec un grand carrefour des territoires, mais aussi des groupes de travail plus techniques, dont l'un sur l'armature urbaine, qui a eu lieu en juillet et septembre 2017. C'est vraiment un projet que nous voulons construire à l'échelle de l'ensemble de la Bretagne, avec l'ensemble des collectivités bretonnes, mais également avec l'ensemble des Bretons et des Bretonnes. C'est un projet comme celui-là, c'est un vrai projet de territoire très vaste qui doit être bien sûr co-construire pour arriver à cet aménagement souhaité. Il y a eu des travaux qui se basaient notamment sur le travail d'étudiants de Rennes 2, en lien avec Hélène Bailliage. On a bien vu que cette question de la nature territoriale, elle fait débat. Mais il ressort en particulier qu'il faut distinguer les polarités qui ont des droits et des devoirs vis-à-vis de l'ensemble du territoire et les centralités qui peuvent être beaucoup plus nombreuses, mais qui, elles, doivent se réinventer. On voit aussi qu'à l'échelle de la Bretagne, il y a des partenariats entre les métropoles, entre des villes moyennes, des petites villes, entre les pays ou avec les pays, ou les EPCI et autres structures. Il s'agit bien sûr pour nous de jouer sur les complémentarités entre les collectivités, de jouer en complémentarité entre les stratégies urbaines pour rayonner à une échelle plus large. La concurrence entre les territoires, il ne faut pas le nier, elle existe, mais il faut aussi organiser les solidarités, la cohésion, et à ce titre, on va dire que la région a bien sûr tout son rôle à jouer, et elle le fait en mobilisant ses compétences, notamment au service des villes et petites villes, que ce soit à travers l'économie, par exemple, où nous signons directement des conventions et nous mettons en place un nouveau pass commerce, à travers le transport, où nous avons la chance d'avoir un des meilleurs
réseau TER de France, mais aussi des bus maintenant qui irriguent l'ensemble du territoire à travers le patrimoine, sinon les villes d'art et l'histoire, les petites cités de caractère, ou encore le tourisme, qui crée aussi de nouvelles solidarités, de projets notamment autour de vastes destinations en Bretagne, et nous en avons. Je vais finir mon propos, comme je l'ai introduit, en rappelant la nécessité de faire réseau entre villes, entre territoires, entre régions. Avant de venir à ce colloque, je me suis aussi intéressée au modèle urbain de petites villes en Europe. Debout semble, selon moi, revenir dans ces projets. La rareté, qui évoque la rareté du foncier disponible, même si ici on n'a pas ce sujet. La rareté des ressources et la nécessité d'apprivoiser cette rareté face à une forte attractivité régionale. Nous avons cette chance. Et une croissance démographique, même si toutes les villes ne les connaissent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes dynamiques. De ce point de vue, toutes ces villes ont vocation à être valorisées comme des villes serviables, comme des villes modernes, comme des villes attractives, des villes qui créent du lien, qui tissent des relations entre ses habitants. Voilà, mesdames, messieurs, ce que aujourd'hui je voulais apporter au débat et à nos échanges de la journée. Merci beaucoup, Madame Fortin, pour cet exposé qui cadre bien les enjeux pour notre région de manière optimiste, je l'ai trouvé, et volontaire. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de donner la parole à un autre acteur régional important, et après, on ouvrira un premier débat avec la salle, avant de donner la parole aux deux universitaires. Madame Abbassi, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le maire, de nous accueillir dans notre commune. Merci aux organisateurs. Merci beaucoup à l'IAUR d'avoir pensé à la Caisse des dépôts pour être partenaire de cet événement. Et pour tout vous dire, j'avais très envie d'en être, parce que tout dans l'intitulé de ce colloque interpelle la Caisse des dépôts et, en tant que direction régionale, mais également la Caisse des dépôts au niveau national, en tant qu'institution, en tant qu'établissement public. À la fois la question des centralités, évidemment, je vais y revenir, la question du fait métropolitain, la question de la dimension européenne de la problématique, et aussi, évidemment, et surtout, la question de l'équité territoriale, l'égalité des territoires les uns vis-à-vis des autres. Alors, il est encore un petit peu tôt le matin, je ne vais pas vous assommer en vous donnant le détail de ce qu'est la Caisse des dépôts, mais je me propose quand même de vous rappeler quelles sont nos missions principales. Je me propose également ensuite de vous revenir sur la genèse finalement de la façon dont nous avons cherché à appréhender la question de la revitalisation, de la redynamisation des centralités au niveau national et plus spécifiquement au niveau breton. Et puis vous proposer également en conclusion de vous indiquer les premières conclusions, les premiers enseignements qu'on a tirés, nous, de notre pratique dans les territoires. Alors très vite, qu'est-ce que c'est que la Caisse des dépôts ? Alors on en entend tous beaucoup parler et on ne sait pas toujours très précisément ce qu'il y a derrière. D'abord, la Caisse des dépôts, c'est un établissement public qui a une vocation d'intérêt général au service des territoires et au service du développement économique des territoires. C'est aussi un groupe qui a donc des filiales, l'établissement public a des filiales qui évoluent dans la sphère concurrentielle, mais je ne sais pas le propos ce matin. Donc vraiment en tant qu'établissement public, nous on est donc régi par le Code monétaire et financier. On a dans les territoires essentiellement 3 missions. Une première mission, très schématiquement, de banquier des professions juridiques réglementées. En gros, on est le partenaire privilégié des notaires. Et ensuite, deux autres missions. Une mission d'investisseur, où là, on utilise les fonds propres de la Caisse des dépôts pour investir, comme le ferait n'importe quel investisseur privé. Mais nous le faisons d'une façon dite avisée, c'est-à-dire que nous cherchons à trouver un compromis entre l'intérêt général et la robustesse économique des projets. Et donc on introduit des critères de rentabilité économique, on n'a pas peur du mot, mais on appréhende cette question de rentabilité économique comme un facteur de robustesse des projets, et pas comme une fin en soi. Concrètement, en Bretagne, l'an dernier, on a investi une vingtaine de millions d'euros sur différents types de projets. Ce sont des projets qui intéressent le tourisme, tu en as parlé, Laurence. Donc concrètement, ça veut dire investir dans des sociétés de projets qui vont porter des projets hôteliers, par exemple, et qui nécessitaient un investisseur parapublic comme l'est la Caisse des dépôts.
pour être menés à leur terme. On a investi également dans plusieurs résidences-services seniors. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour le développement dans les territoires. On investit également beaucoup dans le segment de la transition écologique et énergétique. Voilà, toutes sortes de projets d'investissement avec vraiment une vocation à la fois d'intérêt général et une optique de rentabilité économique. Il y a une troisième mission historique forte qui est un mandat de l'État, qui est une activité réglementée, qui est l'activité de prêteur. Et c'est souvent par ce biais-là que les collectivités locales nous connaissent, de prêteurs aux collectivités locales et aux organismes de logement social. Ça, c'est vraiment une activité historique forte qui fait, par exemple, qu'en Bretagne, l'an dernier, on a fait de l'ordre de 500 millions de prêts aux organismes de logements sociaux bretons et aux collectivités locales. Et pour vous donner un ordre d'idée, peut-être pour tordre le cou parfois au schéma, aux préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis de la Caisse des dépôts, en Bretagne, le ticket moyen du prêt que l'on fait aux collectivités locales, c'est de l'ordre de 500 000 €. Donc c'est tout petit. Ça veut dire que l'on adresse des collectivités voilà, de strates très très faibles, souvent, avec pour vous donner un ordre d'idée, on prête d'ailleurs de façon complètement indifférenciée, les taux pratiqués sont les mêmes que l'on prête à une petite commune de 1000 habitants, ou moins parfois, qu'à la métropole de Rennes ou à la métropole de Brest, ou même à la région. Donc voilà, nous, notre vocation, c'est vraiment d'adresser le panel extrêmement varié des collectivités en Bretagne et ailleurs, au service toujours des projets des territoires. Alors ça, c'était pour vous présenter très schématiquement les missions principales de la Caisse des dépôts, telles qu'elles sont déployées en Bretagne et ailleurs d'ailleurs. Il y a encore beaucoup d'autres choses que l'on fait, notamment pour le compte de l'État. On est également opérateur de l'État, on gère des retraites, enfin, il y a beaucoup d'autres choses, mais vraiment, ce qui structure notre activité et notre organisation même dans le territoire, c'est ces trois missions-là. Banquier des professions juridiques réglementées, prêteur aux collectivités locales et aux organismes de logement social et investisseur sur nos fonds propres. Alors, comment on en est venu à appréhender, à chercher à travailler sur la question de la revitalisation des centralités? Alors, je pense qu'il y a eu une convergence d'intérêts, une convergence de constats avec les différents partenaires publics et parapublics entre 2015 et 2016. Je le dis d'autant mieux que c'est exactement au moment où je suis arrivée à la Caisse en Bretagne. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas découvert du jour au lendemain parce que, avec notre activité de prêteur, on avait l'habitude de prêter à peut-être monsieur le maire de Lamballe pour procéder à des aménagements dans son centre-ville. C'est vrai qu'on est cher, mais il y a une qualité haut de gamme. Alors, je fais une parenthèse, les taux que nous pratiquons sont des taux qui nous sont imposés parce que c'est une activité réglementée sur laquelle on ne se rémunère pas en réalité. Et par contre, nous, les particularités sur les prêts, je fais une parenthèse, c'est important, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus locaux dans la salle, mais je vous ai dit, les taux que nous pratiquons sont des taux indifférenciés, quelle que soit la clientèle. Je ne distingue pas que je prête au maire de Lamballe ou à la maire de Rennes. Voilà, les taux sont les mêmes. Et la particularité, c'est qu'on prête sur du très long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose historiquement, qui est très très fort, qui permet vraiment de dégager des marges d'action très puissantes. Et puis, ce qu'on fait de plus en plus, alors c'est pas facile, parce que ça nécessite beaucoup de travail amont, et on a également des moyens contraints, c'est qu'on cherche à accompagner l'élu local dans son projet. On ne va pas lui dire oui, on vous prête, non, on ne vous prête pas. On va lui dire, si on vous prête, attention, on vous conseille de mieux réfléchir à votre projet. On va faire une étude gracieuse au titre de notre vocation d'intérêt général en amont et en accompagnement du projet d'investissement du maire. Donc je vais faire ma parenthèse parce que c'est vrai, nos taux ne sont pas toujours très concurrentiels, mais ils nous sont imposés. Et c'est vrai qu'on a peu de marge de manœuvre malheureusement et que la situation actuelle de taux très très faibles et la concurrence très forte des banques de place, c'est vrai, c'est un fait. Mais il n'empêche que la Caisse des dépôts a toujours été là et restera toujours là pour prêter aux collectivités, y compris lorsqu'il n'y aura plus d'argent. Je reviens ma parenthèse. Alors comment on en est venu effectivement à
à investir vraiment cette question de la revitalisation des centralités. Donc je vous le disais, on le faisait naturellement, parce que voilà, on a toujours prêté aux élus, aux collectivités locales, mais pas forcément dans une optique globale, pas forcément avec une optique, comment dire, transversale et d'accompagnement transversal d'un projet de revitalisation. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a posé un constat d'un manque criant, pas spécifiquement en Bretagne, mais au niveau national, voilà, en particulier dans certaines régions, d'un manque criant d'ingénierie auprès des élus locaux. Un manque criant d'ingénierie d'une part et par ailleurs une chute quand même, ou disons le besoin de maîtriser davantage les finances locales, une baisse de certaines dotations. Et voilà, on a constaté qu'il y avait une espèce d'effet ciseau dont pouvaient souffrir des projets locaux, une baisse des dotations et un besoin croissant d'accompagnement en ingénierie. Alors, en 2016, au niveau national, donc la Caisse des dépôts a choisi de développer tenter en tout cas de développer une offre globale dite centre-ville de demain, centre-bourg de demain. Voilà, c'était l'appellation consacrée début 2016 et c'est comme ça que nous en Bretagne, on a pris notre bâton de pèlerin et on a cherché à aller voir spontanément, on est allé voir des communes en leur demandant quels étaient leurs projets, etc. Et très très vite, donc on a signé une convention, la première d'ailleurs, convention centre-bourg de demain a été signée au Ferré, en Ille-et-Vilaine, ville de 348 habitants, pour accompagner en ingénierie un projet de redynamisation du bourg. Mais en réalité, on s'est vite aperçu, et d'ailleurs je remercie solennellement la région d'avoir pensé à nous, on s'est vite aperçu que tout seul dans notre coin, avec nos outils d'ingénierie, qui sont en réalité plutôt des outils subventionnels pour accompagner à réfléchir un projet, eh ben, on allait avoir du mal à faire effet levier, à faire masse. Et en même temps, particularité bretonne, on s'est aussi très vite rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de collectivités qui avaient énormément réfléchi à la façon dont il fallait agir. Et donc en réalité, on avait déjà pas mal d'études, de réflexions qui avaient été posées, financées, mais qui avaient du mal, exactement ce que tu indiquais Laurence, à passer le cap de l'opérationnel. Et donc là aussi, convergence d'intérêts, d'analyse. On s'est mis autour de la table avec le conseil régional, l'État, l'établissement public foncier qui lui-même également avait beaucoup travaillé depuis de nombreuses années en Bretagne. Et on s'est dit, on va faire une team, quoi. On va faire une task force bretonne et on va appréhender tous ensemble la problématique. On va travailler tous ensemble pour déjà réfléchir à comment trouver les meilleurs outils. Et puis surtout, on s'est dit, on va pas travailler chacun dans notre coin et on va faire masse avec l'ensemble de nos outils. Et alors, très très concrètement, ce qui s'est passé pour la Caisse des dépôts en Bretagne, alors on est très fiers parce que ça s'est fait nulle part ailleurs en France, on a mis le paquet sur l'ingénierie. En fait, on a fait un petit peu... Alors ne filmez pas ça, n'enregistrez pas ça, mais on a fait un hold-up à la Caisse des dépôts sur des crédits d'ingénierie. On a mis, côté Caisse des dépôts, 720 000 €. On a bloqué 720 000 € d'ingénierie pour être un des rouages de l'appel à candidature breton lancé en 2017 et dont la seconde étape va être lancée en fin 2018. Voilà, pour finalement accompagner les communes dans la préparation de leurs projets. Ensuite, également dans la préparation de la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets. C'est à ça que servent ces crédits d'ingénierie, aider à réfléchir et à structurer un projet. Et ça, ça nous semble absolument primordial pour pas faire de bêtises, pour prendre son temps, pour également prendre le temps de la concertation avec la population. Voilà. Et du coup, alors là aussi ne l'enregistrez pas, mais du même coup, non je plaisante, hein, mais du même coup, nous ça nous permet également d'avoir une visibilité en temps réel sur quels sont les projets que les collectivités vont avoir besoin de financer. Et là, évidemment, on a l'outil prêt, donc sur fonds d'épargne,
prêts aux collectivités locales. Et du coup, ça nous permet de travailler en amont sur une gamme plus importante de projets, une gamme plus importante de collectivités locales. Et puis, là c'est le gros challenge auquel on est confronté à ce stade. Oui, je vous ai expliqué, on a mis le paquet sur l'ingénierie, ça c'est pas très compliqué, il suffit juste de faire un hold-up à la Caisse des dépôts et on mobilise les fonds et voilà, on y arrive. Ensuite, les prêts, c'est pas très compliqué non plus. On calibre, on fait des analyses qui vont bien, on calibre le projet avec la collectivité et nous, on a les outils financiers pour prêter. Pour peu que, évidemment, l'offre soit acceptable pour la collectivité. Et après, le gros challenge aujourd'hui, c'est comment je fais pour faire venir des partenaires investisseurs privés dans ces projets. Et là, c'est pas évident du tout. On y travaille d'arrache-pied, mais c'est pas évident du tout. Alors, nous, il se trouve qu'on est investisseurs aussi, donc on recherche dans les projets que l'on a déjà identifiés au titre du premier appel à candidature, quels sont ceux dont on pourrait finalement transformer la maîtrise d'ouvrage publique en éventuellement maîtrise d'ouvrage privée, en fonction du besoin, en fonction de la rentabilité escomptée, et du coup mettre plutôt de l'argent privé là où il a plus vocation à intervenir et à être mobilisé. Alors ça, c'est vraiment l'étape pour nous la plus sensible, la plus délicate, la plus intéressante aussi, parce que ça veut dire qu'on va changer de modèle si on y parvient. Voilà pour la genèse finalement de notre implication dans cette question de la revitalisation, redynamisation des centralités. Alors, du coup, quels sont les enseignements qu'on peut tirer? Alors, modestement, à notre petite échelle, en Bretagne, moi, j'en ai identifié 2-3 enseignements. Je les livre à la réflexion collégiale. Le premier enseignement qui quand même saute aux yeux, c'est le portage politique. L'importance du portage politique. Parce que, vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est la question de la revitalisation. Il y a un petit effet de mode, c'est vrai, où en gros, on peut aisément y aller de sa réflexion dans son coin, se dire moi je veux revitaliser, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que les élus appréhendent l'ensemble des outils, notamment des outils réglementaires qu'ils ont à leur main? Est-ce que les différents échelons arrivent à travailler ensemble? Je pense à l'échelon national avec l'échelon local. Voilà, le portage politique, il est essentiel pour, je dirais, pour la pérennité et la solidité du projet. Le deuxième enseignement que j'ai identifié, c'est... alors, c'est un peu... Là aussi, il ne faut pas enregistrer, mais... c'est les solidarités qui ont le risque de la concurrence territoriale, en gros, voilà, pour parler crûment. Et là-dedans, je trouve que le fait intercommunal, il prend tout son sens. Nous, dans les premières conventions, le premier dispositif qu'on avait mis en place, donc les contrats centre-ville de demain, centre-bourg de demain, on avait une des obligations, c'était que l'intercommunalité soit co-signataire de ces conventions. Voilà, alors c'est pas quelque chose d'aisé à mettre en place, à faire comprendre aux élus locaux, mais il nous semble que c'est un élément de réussite, un critère de réussite important. Et puis, le troisième enseignement que je tirais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la nécessité pour ce type de projet d'être accompagné. Alors, d'être accompagné en ingénierie, je l'ai dit beaucoup, donc avec de l'argent, pour parler crûment, mais pas seulement. Être accompagné également en expertise. Alors nous, on a une offre d'expertise au niveau national qu'on a beaucoup sollicité pour notre appel à candidature, que l'on va continuer à solliciter, mais l'idée d'avoir un regard tierce, un regard désintéressé finalement par rapport au projet, parce que souvent ce sont des sujets qui impliquent beaucoup finalement qui sont très terre à terre et qui impliquent beaucoup les gens sur le terrain, et le fait d'avoir un regard distancié sur les projets de revitalisation, ça apporte beaucoup. Et voilà. Et puis ça permet également de faire réseau avec d'autres problématiques et d'autres types d'acteurs.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc je ne répéterai pas tout ce que je vous ai demandé par répéter. Et à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Madame Abbassi. Vous n'avez rien à dire, vous m'avez dit tout à l'heure, mais en fait si, il y avait plein de choses à dire.